Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, on était ravis de parler avec vous du service national universel, c'était votre portefeuille précédent, mais vous avez beaucoup de dossiers, du pain sur la planche pour vous sur la biodiversité. La Commission européenne va-t-elle changer les règles pour le loup? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra en tuer bientôt en cas de menace sur les troupeaux? Vous savez, aujourd'hui, le loup, c'est une espèce strictement protégée. C'est-à-dire qu'elle est menacée. Mais cette menace, aujourd'hui, elle est réelle. Et la seule manière de faire évoluer le statut, c'est de s'appuyer sur la science et donc le comptage. La présidente von der Leyen a annoncé, a proposé aux pays d'utiliser le maximum de leurs dérogations possibles. Vous savez, la France présente son plan national d'action dans quelques jours et on s'appuie déjà sur énormément d'outils que l'Europe nous donne. C'est un plan pour quelques années, 5 ans? Tout à fait, c'est un plan qui projette en réalité. C'est le 5e plan qu'on fait et c'est le fruit finalement de 5 plans réussis parce qu'aujourd'hui, on a une santé scientifique en fait du loup qui est meilleure, ça c'est une réalité. Et donc nous avons à protéger, bien sûr c'est une espèce strictement protégée, le loup, mais aussi les activités pastorales, donc les éleveurs. Bien sûr, les éleveurs dans leurs exploitations. On a l'impression que ça a trop bien réussi. Le loup, l'introduction, il gagne le nord de la France, on le voit un peu partout maintenant. Ça ne vous inquiète pas? Non, vous savez, moi ce que je vois c'est que on va pas laisser une espèce disparaître. Aujourd'hui, le loup se porte mieux, génétiquement parlant, démographiquement parlant, mais il faut être sûr que génétiquement, il y a assez de loups pour qu'on n'ait pas de consanguinité. Mais sauf qu'on le voit en européen. C'est-à-dire qu'il faut faire des comptages sur, par exemple, avec nos amis italiens. Exactement. Et donc, c'est bien en européen qu'il faut le regarder. Mais la réalité, c'est que c'est aussi beaucoup de détresse chez les agriculteurs et les éleveurs en particulier. Quand il y a une attaque de loup, eh bien, ça crée une vraie détresse psychologique, économique. On voit un changement aussi de la manière d'accompagner son élevage. Voilà, cette réalité-là, il faut pouvoir en prendre acte, conscience. Moi, je l'ai entendu, je l'ai vu. Et donc, à partir de là, eh bien, le nouveau plan permet de mieux protéger le pastoralisme, enfin les éleveurs, avec des outils nouveaux, outils sur le tir, mais aussi des outils sur le chien qui protège le fameux patou. Le patou. Dans l'ordre, comment on va mieux compter les loups? Eh bien, le comptage reste sur une base scientifique. Aujourd'hui, le comptage est fait par un office qui s'appelle l'OFB. Il est fait en 2 temps. Et parfois, le fait de l'avoir en 2 temps donne 2 chiffres, un au début de l'été, un à la fin de l'été. Eh bien, on va renforcer la réalité de ce comptage, la qualité de ce comptage, en se basant sur la science. Vous savez, on utilise un certain nombre de traces ADN, mais aussi des techniques qui sont pour une partie ancestrale. Est-ce qu'on a bien choisi l'espèce de loup qui est dans nos campagnes? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé génétiquement? Vous savez, le loup est revenu naturellement dans les années 90. Aujourd'hui, on parle de 1104 loups dans notre pays. Là, il n'y a pas de question d'espèce. Il y a une question d'espèce qui est menacée, qui était presque sur le point de disparaître. Et qu'on a sauvé. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, grâce aux actions, a permis d'avoir, en tout cas, une viabilité démographique certaine. Et maintenant, c'est le comptage permettant d'être sûr que la viabilité génétique est là. Et là, pour le coup, il n'y a aucun tabou. Vous savez, le nombre de tirs autorisés sur le loup, c'est pour protéger d'abord les éleveurs, mais il faut que ces tirs sont extrêmement cadrés. C'est vraiment très organisé. Il y a des louvetiers, il y a des gens qui sont agréés pour avoir le droit de tirer. C'est pas n'importe qui, c'est pas des chasseurs qui d'un seul coup ont le droit de faire tant de loups dans la saison. C'est une espèce protégée, bien sûr que non. Pas n'importe qui et pas n'importe comment. Est-ce qu'il faut en faire la publicité ou est-ce qu'il faut que ces loups abattus le soient dans la plus grande discrétion? Non, vous savez, moi je pense que quand on base tout vraiment sur la science, c'est-à-dire que quand il y a une attaque, eh bien il y a des tirs de défense, il y a des tirs simples. Aujourd'hui, les gens qui accompagnent la régulation et en même temps qui accompagnent la coexistence, donc le fait de cohabiter avec le loup, il y a des territoires qui le connaissent très bien. Et il y a des territoires où on voit ce qu'on appelle des fronts de colonisation, on voit arriver le loup. Ceux qui le connaissent très bien, ils ont des élevages qui se sont protégés, qui se sont équipés. Ceux qui le connaissent un peu moins, eh bien, il y a plus pour le coup de victimes. Et c'est aussi pour ça qu'il faut accompagner par l'indemnisation, mais aussi préparer, vous savez, la transmission des élevages. Parce que comme les élevages évoluent dans leur quotidien, on voit un certain nombre d'éleveurs dire c'est plus dur, les enfants sont inquiets, on entend les loups hurler. C'est une réalité et c'est pour ça que cette transmission aussi des élevages, eh bien, il faut la préparer avec beaucoup d'accompagnement humain. Je pense que c'est essentiel. Les bergers disent les patous, c'est pas la solution, ça suffira pas. Les troupeaux maintenant sont devenus de grands troupeaux, ils sont très compliqués à surveiller. Est-ce qu'on n'est pas au bout des solutions? On n'a pas exactement les mêmes comportements si le loup est en meute ou si c'est un loup solitaire. C'est extrêmement intéressant à comprendre parce que ça ne signifie pas
les mêmes types d'attaques ou malheureusement de victimes chez les bergers. Par contre, le patou, qui est le chien qui protège en réalité les élevages, la réflexion aujourd'hui qui est menée, c'est pourquoi on lui donnerait pas un statut particulier, un statut de chien protecteur. Il n'y a pas une seule réponse. Il y a un accompagnement en réalité sur je parlais des modalités de tir, comment on fait, les outils qu'on va donner aussi aux louvetiers, donc les gens qui sont autorisés à tirer, avec peut-être demain des lunettes nocturnes pour voir mieux, certainement aussi des évolutions dans comment on fait pour faire le premier tir. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de protéger les éleveurs, protéger leur exploitation et continuer à protéger avec un suivi très très précis sur le comptage de l'évolution. Bien sûr, l'indemnisation, ça reste une espèce protégée, je le répète. L'indemnisation des éleveurs, c'est beaucoup d'argent. Ça sera encore plus d'argent l'année prochaine ? Ce sera aujourd'hui l'indemnisation est nécessaire parce que il faut accompagner humainement ces exploitations. Plus d'argent, moins d'argent, ce n'est pas c'est pas le sujet du plan national d'action. Aujourd'hui, ça sera présenté aux différentes organisations par la préfète coordinatrice loup, avec des moyens supplémentaires pour indemniser, mais aussi pour prévenir. Former. Exactement, former, prévenir. Et puis doter aussi les élevages de nouveaux moyens, de nouveaux outils, et pas uniquement au moment où on a subi une attaque, indemniser. Vous savez, les éleveurs, ils nous disent, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir une indemnisation. Moi, mon travail, mon quotidien, c'est mes bêtes, c'est en réalité mon élevage. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas être parfois dans un discours extrêmement dur d'opposition entre élevage et loup, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il faut de l'apaisement et la preuve, c'est que ce PNA a vocation à poser cette coexistence, cette cohabitation, mais beaucoup plus apaisée. Un mot sur l'ours. Est-ce que vous envisagez, sous votre mandat de ministre, de faire venir des ours supplémentaires dans les Pyrénées ? Vous savez, il est bien trop tôt. Aujourd'hui, on est très très concentré sur la question du loup et il y a des territoires où il y a un regard à poser en particulier. Je pense aux territoires où il y a de la double prédation, c'est-à-dire qu'il y a du loup et de l'ours. Mais c'est encore un autre Là, on est au début d'une étude. Annabelle en parlait dans son billet, les espèces invasives inquiètent. Le frelon asiatique, la fourmi de feu qui arrive maintenant sur le territoire européen. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille ? Non, aujourd'hui, les espèces invasives, c'est une des 5 pressions qui pèsent sur la biodiversité. On voit des espèces, par exemple, on pense aux pollinisateurs, il y a la pollution qui impacte sur nos abeilles, mais il y a aussi le frelon asiatique qui mange de manière, en plus, assez gourmande, pour le coup, et de manière violente, les abeilles. L'IBES, qui est très peu connu, mais qui est en réalité le GIEC de la biodiversité, dit que cette pression, elle est quand même très élevée. Le moustique tigre en particulier a des conséquences sur notre santé, mais je pense humaine, je parle, et notre quotidien. C'est pour ça qu'avec ma collègue Firmin Lebaudot, on va faire un retour d'expérience sur le plan spécifique au moustique tigre et voir quelles sont les mesures nécessaires pour compléter. Mais il y a une réalité. Je pense aux ragondins, je pense aux visons d'Amérique. Enfin, on a des espèces qui sont invasives. Là, je parle que de faune. Il y a de la flore aussi qui arrive dans nos cours d'eau. On va devoir devoir lutter, notamment contre les insectes ou contre la faune, avec des produits chimiques. Pas exclusivement, et en fonction de la quantité, c'est pas la même chose. Donc non, il y a parfois, vous savez, c'est la chance de la biodiversité, c'est des écosystèmes. Il y a des espèces qui arrivent à réguler d'autres, et c'est là où il faut regarder. Moi, je crois aux solutions fondées sur la nature. Quand on parle d'écosystèmes, c'est que certaines espèces permettent de lutter contre l'invasion d'autres, mais il faut ces équilibres-là, et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder en silo. Faut pas être borné sur une seule espèce ou une seule méthode. Il y a un ensemble qui s'équilibre, et tout c'est une histoire d'équilibre. Plus on fait de mal à une espèce ou à un écosystème, plus dès qu'on déstabilise, et bien du coup on en subit malheureusement des conséquences, même plus expansives encore. 200 communes en France sont privées d'eau. 40 000 Français n'ont pas d'eau potable. Et on est obligé de les aider. Il n'y a pas d'eau dans les nappes phréatiques. Le pire est devant nous. Moi, je crois que aujourd'hui, dans les 30 prochaines années, je me base vraiment sur des projections encore scientifiques, on va perdre 40% d'eau dans nos nappes phréatiques. Donc oui, aujourd'hui, la crise de l'eau, elle est là, mais elle continue à être là et elle risque de s'aggraver, c'est la réalité. Ce qui nous demande, en réalité, 2 choses. D'abord, une sobriété réelle, concrète, un changement dans nos manières de consommer. Bien sûr, il faut faire attention, il faut transformer nos moyens de production, il faut faire évoluer notre process industriel. D'ailleurs, on a commencé avec Roland Lescure, d'ailleurs, et Christophe Béchu, on a visité des entreprises industrielles qui baissent de 10% leur consommation, c'est possible. Mais de l'autre côté, il faut aussi lutter contre les fuites. On a 1 litre sur 5 qui part en moyenne dans les tuyaux parce que les tuyaux sont pas en bonne qualité. On voit aussi dans les communes qui sont pour le coup les plus touchées, parfois jusqu'à 1 litre sur 2.
c'est dire que ce n'est pas C'est aujourd'hui... des milliards d'investissements pour réparer les conduites. C'est des centaines de millions d'investissements, ça c'est une certitude, mais le plan eau est doté de presque 500 millions d'euros. Et donc, il faut les deux jambes. Il faut investir pour changer, mais il faut changer nos pratiques aussi. Donc, de la sobriété, ça veut dire baisser de 10% un certain nombre de consommations. Et aussi, changer la manière dont on utilise l'eau potable. Moi, je trouve qu'il y a encore des hérésies qui sont très peu acceptables. Laver la voirie avec de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qu'on boit, c'est aujourd'hui quand même difficilement entendable ou acceptable. C'est pour ça qu'avec Christophe Béchu et d'ailleurs même le ministre de la Santé, on a changé les règles, on a fait un décret qui permettait de plus facilement utiliser l'eau réutilisée. Grosso modo, ça veut dire l'eau de pluie ou l'eau à peine traitée qui sort des stations d'épuration. Pour laver au moins les routes, arroser parfois des jardins botaniques ou autres. Mais on n'utilise pas d'eau potable. Un mot de politique. Les européennes, ça sera le 9 juin 2024. L'Europe, c'est le sujet du MoDem depuis toujours. Pourquoi ne pas faire une liste autonome aux élections européennes ? Aujourd'hui, ce qu'a fait François Bayrou avec le président de la République, Emmanuel Macron, c'est de créer un bloc central. Et un bloc central pro-européen, convaincu. Nous, on est pour l'unité. Comment aujourd'hui, c'est quoi les résultats aujourd'hui de Renew au sein de l'Union européenne ? C'est une loi, en tout cas un texte particulièrement ambitieux sur la restauration de la nature. Pourquoi on réussit à faire ça ? Alors que par exemple dans d'autres groupes comme le PPE c'est divisé, c'est parce qu'il y a de l'unité dans la vision. Moi, je crois au collectif. Et pour le coup, le combat de François Bayrou, ça a toujours été, de jouer ce collectif et de permettre de sortir du bipartisme bête et méchant. Malheureusement, aujourd'hui, sur notre scène politique nationale, les partis qui étaient pro-européens, aujourd'hui, se cherchent. Je vois du côté... Le PS, jadis, etc. Mais exactement. La biodiversité au sein de la majorité, ça fonctionne ? La biodiversité, vous savez, c'est dans le fond notre assurance vie. Donc ça fonctionne avec tout le monde. L'assurance vie pour nos enfants, pour dans notre vie quotidienne, mais aussi l'assurance vie. La biodiversité, c'est une chance. En général, c'est une assurance vie très rentable. C'est parfois aussi la loi de la jungle en politique. Sarah El Haïry, merci beaucoup et bonne journée.